En guise d'introduction, je voulais vous parler des différents pôles de la Fondation L'Oréal. Je m'occupe du pôle science, qui est le pôle historique, puisque le sujet For Women in Science, en partenariat avec l'UNESCO, a été créé en 1998. Mais ensuite, au sein de la Fondation, nous avons ajouté différents sujets. Donc, le pôle sciences, comme je vais vous l'expliquer, a pour vocation vraiment d'encourager, de valoriser, d'accompagner les jeunes chercheuses, mais également de mettre en avant des femmes scientifiques d'exception et de générer des vocations chez les jeunes filles pour un objectif, bien sûr, d'une science plus inclusive et bénéfique pour tous. Nous avons également des actions autour de la beauté, qui est aussi au sein de notre ADN, bien sûr, chez L'Oréal, pour permettre aux femmes les plus vulnérables de reprendre confiance en elles grâce à la fois à des formations au métier de la beauté, mais également à des soins de bien-être pour se sentir mieux, pour réapprivoiser son corps et pouvoir se remettre dans un avenir meilleur et se projeter positivement. Et enfin, un nouvel axe qui est tout nouveau et dont je ne pourrais pas parler plus aujourd'hui puisque nous allons le lancer très prochainement, autour de femmes et climat, où là, nous allons soutenir donc des femmes qui sont vraiment des actrices de la transition écologique et climatique. Et donc, nous allons les soutenir dans la conduite de leurs projets. Voilà, présenter.
c'était pour partager avec vous un petit peu la vision de la Fondation L'Oréal et bien sûr notre conviction. Donc, vous l'aurez compris avec ce motto qui est « Le monde a besoin de science et la science a besoin des femmes ». Et ce qui va me permettre justement pour vous expliquer, même si j'en suis sûre que dans toute cette audience, vous êtes convaincus et vous partagez notre conviction, c'était important de rappeler un petit peu l'état des lieux. Donc aujourd'hui, on est seulement à 33% des chercheurs dans le monde donc, qui sont des femmes, avec d'importantes, bien sûr, disparités au niveau mondial. Donc là, ce n'est pas la carte avec les chiffres des femmes chercheurs, vous la verrez juste après, mais c'est déjà pour vous expliquer, bien sûr, certaines origines des disparités qui vont, bien sûr, de pair avec les investissements en recherche, mais également la population. Et donc, comme vous pouvez voir, en fonction des régions, les disparités sont grandes, avec des investissements très importants, pas forcément, bien sûr, dans les pays les plus peuplés, ce qui génère forcément, à la fin, un nombre de chercheurs très disparates. Et derrière, du coup, un nombre de femmes dans certains pays et dans certaines régions encore plus faibles et encore plus sous-représentées. Donc, grâce à l'UNESCO, nous rassemblons les grands chiffres qui sont donc les plus à jour aujourd'hui, même s'il faut prendre en compte que certains pays ne remontent pas leurs données, mais c'est celles aujourd'hui qui sont le plus solides. Donc, vous voyez qu'on est à 33,3% de chercheuses au niveau mondial, avec bien sûr, comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, des disparités régionales. Avec, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de régions qui sont au-dessus de la moyenne mondiale, mais bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes en fonction des régions, en fonction des pays, en fonction des contextes. Mais voilà, globalement, on est à 33,3%. Et si on fait un petit focus sur l'Europe, qui est légèrement au-dessus donc, de la moyenne mondiale avec 33,8%, malheureusement, la France est plutôt un des pays en retard avec 28% donc, de chercheuses, donc bien en dessous de la moyenne mondiale. Alors, toujours sur l'Europe, si on fait un petit focus aussi sur un petit peu le parcours des femmes en sciences, comme vous pouvez voir sur ce graphique, ce qu'on observe essentiellement, c'est qu'il y a une fuite des femmes des secteurs scientifiques. Plus on grimpe dans les échelons et moins on retrouve de femmes. Donc ça, c'est malheureusement une réalité sur laquelle nous, on combat beaucoup sur cette notion de plafond de verre, puisqu'elles peuvent être aussi nombreuses, voire plus nombreuses à la sortie du bac scientifique, également plus diplômées dans certains secteurs scientifiques. À la fin, on en a quand même beaucoup moins. Donc, vous voyez, on arrive à peine 15% dans les postes à haute responsabilité. D'autres sujets que je voulais partager avec vous, comme les brevets ou bien sûr les publications aussi, qui sont des mesures aujourd'hui de productivité dans certains domaines. Vous voyez que les brevets, typiquement, restent un domaine extrêmement masculin, aussi bien en Europe qu'en France, avec juste 3,5% des femmes vraiment qui ont breveté, et donc qui ont breveté au niveau scientifique. Au niveau mondial, pour vous donner une idée, on a 19% de femmes inventrices. Donc, ça reste très peu. Et sur le sujet des publications, pareil, il y a énormément de retard dans certains secteurs, notamment sur les premiers auteurs ou même les derniers auteurs qui sont en général les plus importants et les plus valorisés. Et aujourd'hui, par exemple, les dernières études ont montré que 75% des premiers auteurs dans des journaux comme Nature ou Science sont des hommes. Et comme vous le savez, dans le secteur scientifique, c'est un sujet très important aussi d'évolution, de promotion. Vous connaissez peut-être la maxime « publish or perish », donc publier ou mourir. Donc c'est vrai que c'est des sujets aussi sur lesquels nous on travaille avec les institutions, sur tout ce qui est un petit peu droit d'auteur, droit de publication et booster. On va reprendre un petit peu aussi les obstacles et notamment les origines du choix d'orientation. Donc nous, on travaille bien sûr beaucoup sur essayer de comprendre comment se fait le choix d'orientation des jeunes filles. Bien sûr, il y a différentes étapes à différents âges et bien sûr des disparités, des différences en fonction des régions. Mais globalement, c'est un processus extrêmement complexe. Hein. Il n'y a pas de voie linéaire
pour comprendre le choix d'orientation. Ça implique différents facteurs comme bien sûr la confiance en soi, la connaissance aussi des options disponibles, ça c'est quelque chose qui remonte beaucoup, les goûts personnels et bien sûr le niveau scolaire. Mais également, il y a vous allez voir des facteurs d'influence sur les obstacles communs qu'on observe dans vraiment les préjugés inconscients autour de l'orientation des STEM. On a ce qu'on appelle les stéréotypes de genre et le sentiment d'appartenance. Donc, les stéréotypes de genre, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, il y a la représentation du scientifique ou de l'ingénieur ou de l'innovateur un petit peu idéal. C'est souvent un homme et il y a un vrai décalage entre, bien sûr, le monde des STEM, les stéréotypes très masculins autour des STEM et les rôles un peu qu'on projette ou qu'on associe aux femmes, donc qui ne correspondent pas bien à ce milieu-là. Et il y a le sentiment d'appartenance qui est aussi très important, se sentir appartenir à un groupe, à une communauté intellectuelle. Aujourd'hui, les jeunes filles, elles sont globalement bombardées de beaucoup de messages qui vont à l'encontre de leur intégration dans le monde des STEM. Et puis, on s'est rendu compte, et les études montrent aujourd'hui que les doutes justement sur ce type d'appartenance à un groupe influent énormément sur leur engagement, leur réussite et leur envie, bien sûr, d'aller plus loin dans ces secteurs. Après, bien sûr, en fonction des étapes de la vie, on va rencontrer des facteurs d'influence particuliers que vous imaginez bien tous, bien sûr, au niveau de l'enfance et de l'adolescence, avec une influence très importante des parents, des pairs, donc des élèves, des amis, bien sûr des professeurs, et le côté un petit peu plus abstrait de l'enseignement des STEM, où on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une vraie nécessité d'aborder certaines disciplines vraiment différemment pour montrer à quel point elles sont dans le quotidien des jeunes et elles participent vraiment aux enjeux de demain et à résoudre des problématiques de société. Au début vraiment de l'âge adulte, là on se rend compte que des facteurs d'influence qui peuvent jouer sont vraiment le manque de modèles, le manque de rôle modèle et de mentors féminins pour s'identifier à des femmes scientifiques et le manque de connaissances, encore une fois, des secteurs et des opportunités possibles où elles ont en général des idées assez restreintes et assez simples et peu diversifiées sur ce que peuvent apporter les STEM et les métiers derrière. Au niveau de la vie professionnelle, eh bien sûr, les facteurs d'influence vont être le niveau d'embauche, de promotion, les difficultés potentielles à concilier travail et les responsabilités familiales et les sujets de sexisme et de harcèlement. Donc, cette slide aussi est très importante parce qu'elle explique un petit peu comment se percutent différentes cultures, différentes barrières dans le monde scientifique qui vont peut-être empêcher à la fois les femmes d'y rentrer ou empêcher tout simplement, une fois qu'elles y sont, d'y rester ou un petit peu les sortir de l'évolution vers les postes à haute responsabilité. Donc, il y a un mélange entre la culture scientifique, la culture académique et les barrières sociétales. Donc, la culture scientifique, bien sûr, où il y a un système quand même d'embauche et de promotion qui peut être fermé beaucoup dans certains secteurs. Des filières avec des parcours assez linéaires, avec des paliers où on doit passer par un doctorat, puis un post-doctorat, puis ensuite un poste, rechercher un poste permanent, etc. Et donc, les parcours un peu atypiques sont plus difficiles à intégrer parfois dans la culture scientifique. C'est bien sûr un monde extrêmement compétitif et concurrentiel et aussi une notion quand même d'une certaine longueur des études pour encore une fois certains secteurs et de manque de sécurité de l'emploi avec un grand nombre d'entrants et très peu de postes permanents, par exemple, au niveau de la recherche, notamment académique. La culture académique, avec des normes aussi d'organisation encore aujourd'hui assez sexistes, une culture qui peut être très élitiste, des façons de financer, de donner des fonds de recherche et la notion un petit peu de pouvoir qui peut interagir aussi beaucoup dans la sous-représentation des femmes dans ces milieux-là et un manque de transparence. Après, il y a les barrières, bien sûr, sociétales.
donc avec les stéréotypes que chacun peut avoir et les biais qu'on peut tous avoir. Les attentes, encore une fois, qu'on projette beaucoup sur les femmes en matière de carrière et de famille, les préjugés, le harcèlement et parfois des conditions de travail sexistes. Tout d'abord, bien sûr, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement développé dans les études scientifiques et prouvé que le manque de diversité de genre, notamment, engendre moins de créativité, moins d'innovation, moins de performance. Et bien sûr, la conséquence aussi, c'est qu'on a, dans certains secteurs, beaucoup de difficultés à recruter les femmes et surtout à les retenir. Et enfin, les biais en recherche. Donc là, on aborde le sujet de la qualité de la recherche, et ça, c'est un sujet aussi que je souhaitais partager avec vous, même si je pense que vous connaissez beaucoup d'exemples. C'est quelque chose qui est très important et pour nous, au sein de la Fondation, de plus en plus important à mettre en avant pour faire bien comprendre les enjeux. Donc, il y a des biais dans tous les secteurs, hein, que ce soit la médecine, l'intelligence artificielle, il y a énormément de biais. Donc, vous connaissez peut-être ces conséquences les plus connues sur les maladies cardiovasculaires, par exemple, qui pendant des décennies ont été considérées comme des maladies d'hommes, et donc où les examens ont été 2 fois plus importants que sur des maladies cardiovasculaires qui touchaient des femmes. Et cela a conduit à des traitements totalement inadaptés, puisque, par exemple, pour l'infarctus du myocarde, les symptômes sont très différents ou peuvent en tout cas être très différents chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, ça va être plutôt des douleurs, alors que chez la femme, ça peut être des nausées, des sueurs. Donc, c'est assez différent. Et jusqu'à peu de temps, c'était très peu étudié, donc pas identifié comme un infarctus chez la femme. Bien sûr, il y a l'absorption aussi, l'absorption des médicaments et l'élimination des médicaments qui est très différente. Et donc ça, c'est très important parce que, par exemple, les femmes, normalement, ont plus de tissu adipeux que les hommes, et ce qui peut, par exemple, ralentir l'absorption des médicaments liposolubles, ou encore que les reins des femmes sont plus petits et que ça peut avoir des répercussions, bien sûr, sur l'élimination de certains médicaments par le corps. Et ces éléments ne sont parfois pas pris en compte dans les dosages des médicaments ou dans les études qui sont menées. Et ce qui, notamment, par exemple, en 2017, aux États-Unis, a engendré le rappel de 8 médicaments sur 10, puisque les dosages et les essais qui ont été faits ensuite sur les femmes ont montré que ce n'était pas du tout adapté. Le fonctionnement de la douleur aussi, alors là, je parle chez la femelle parce que c'est vrai également, par exemple, chez les rongeurs, les douleurs sont très différentes et la recherche antidouleur aujourd'hui, elle est basée essentiellement sur des hypothèses tirées sur des travaux qui ont été faits chez les animaux. Et donc, voilà, il y a des grandes différences sur la façon à la fois dont on estime la douleur, dont on l'exprime. Et les femmes sont globalement plus enclins à subir des douleurs chroniques. Et ça, c'est aussi beaucoup négligé par beaucoup de scientifiques, hein, femmes ou hommes, dans les études. Dans d'autres secteurs, par exemple, hein, dans le secteur automobile, donc il y a eu beaucoup d'évolutions ces récentes années, et beaucoup d'ailleurs de communication, même sur la prise en compte de la physiologie féminine au sein de l'habitacle automobile.
Mais il y a encore voilà, beaucoup de retard sur ces sujets, sur cette prise en compte dans la conception et notamment aussi dans les processus de crash test. Et des récentes études ont montré d'ailleurs que la femme enceinte, par exemple, n'est pas du tout identifiée comme un élément en tout cas d'études dans les crash tests, alors que, par exemple, aux États-Unis, malheureusement, 82% des décès fétaux sont liés au crash automobile. Il y a aussi des biais, par exemple, qu'on connaît moins, peut-être au sein des bureaux, par exemple, où aujourd'hui, peut-être certaines d'entre vous peuvent se reconnaître. Beaucoup de femmes ont froid dans leur lieu de travail, mais aujourd'hui, il y a des études qui ont vraiment montré, bien sûr, que la température en fait des bureaux, elle est en moyenne 5 degrés trop froide pour les femmes parce qu'encore une fois, elle a été étudiée à partir de physiologie masculine. Bien sûr, les biais au niveau des algorithmes du monde de l'intelligence artificielle, ça, je pense que c'est très documenté aujourd'hui et plutôt très connu du monde même du grand public et bien sûr du monde scientifique. Donc, typiquement, les hommes ont aujourd'hui 5 fois plus de chances que les femmes de se voir proposer des annonces sur des postes de direction et à haut salaire. Il y a des biais, bien sûr, dans la reconnaissance faciale, vocale. Il y a lorsque les bases de données, justement, d'images, elles associent aussi beaucoup les femmes à des tâches domestiques et, par exemple, les hommes au sport, ça, encore une fois, eh bien, ce sont des éléments qui vont non seulement reproduire les préjugés aujourd'hui, mais vont les amplifier. C'est vrai aussi dans les processus de recrutement, sur la sélection des CV automatiques, etc. Il y a encore beaucoup de biais et de préjugés qui sont répercutés dans ce domaine. Un point important aussi par rapport forcément à ce que nous, on met en place au sein de la Fondation L'Oréal, notamment avec notre système de prix scientifique, il y a une disproportion très importante de la reconnaissance scientifique au niveau mondial pour les femmes. Donc, on a fait l'analyse, par exemple, sur 22 prix internationaux d'excellence scientifique. La part des femmes est en moyenne inférieure à 7%, que ce soit dans les prix multidisciplines ou monodisciplines. Donc, comme vous pouvez voir avec le prix Nobel où on atteint vraiment très, très difficilement 4%. Mais c'est le cas même en France avec la médaille d'or du CNRS qui est aujourd'hui qu'à 8% de femmes. Et on peut atteindre dans des prix comme en engineering carrément 0% de femmes. Et par contre, en parallèle, elles sont surreprésentées dans les prix décernés pour des raisons autres que la recherche. Hein, donc, notamment tout ce qui est défense d'intérêt, l'éducation, le soutien, l'enseignement. Là, elles sont beaucoup plus représentées. Et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, et je pense que vous êtes aussi beaucoup tous impliqués dans ces sujets un peu d'industrie 4.0 et donc dans cette 4e révolution industrielle où nous, on a une vraie inquiétude sur le risque de perpétuer ce déséquilibre puisque la révolution industrielle va amener bien sûr un focus tout particulier sur des métiers dans lesquels les femmes sont le plus sous-représentées. Et aujourd'hui, grâce justement aux études qui ont été menées et aux chiffres de l'UNESCO, des chiffres importants comme le fait que les femmes représentent quand même 70% des employés qui ont des métiers à haut risque d'automatisation. Et ça, donc ça, c'est quelque chose de très important et notamment aussi quand on met en parallèle qu'aujourd'hui, à partir de 15 ans, les jeunes filles autour de 15 ans semblent choisir justement s'orienter vers des métiers aussi qui ont des risques d'automatisation importants. D'autres éléments importants aussi, c'est que d'ici 2050, la moitié des emplois actuels auront disparu. Donc, ça ouvre vers d'autres opportunités et on va en parler juste après. Mais un chiffre aussi marquant, c'est que sur cette analyse, les femmes vont perdre 5 emplois pour un seul gagné, versus pour les hommes, 3 emplois perdus pour un gagné. Donc, pareil, un déséquilibre s'annonce encore plus important dans ce domaine de l'industrie 4.0. Et il y a toujours, comme je vous en parlais tout à l'heure, une problématique aussi sur la perception des STEM par les filles, parce que même si 72% des jeunes filles qui ont été interrogées en Europe
estiment qu'il est important d'avoir justement un métier qui va aider à changer le monde et vraiment participer aux enjeux de demain, seulement à peine la moitié, 37%, pensent que les STEM vont y participer et sont des carrières dans lesquelles elles pourraient rentrer pour répondre à ces besoins. Donc voilà, avec 2%, par exemple, de filles seulement qui ont l'intention de devenir ingénieurs. Donc ça, c'est vraiment j'en ai plein des chiffres, mais je pense que vous en avez aussi. Moi, je voulais surtout aussi aborder le sujet des opportunités parce que c'est aussi le côté très positif à la fois de cette 4e révolution industrielle et de façon générale du sujet des femmes en sciences. Aujourd'hui, encore une fois, il est évident que ça a un impact positif sur la croissance économique, le fait d'avoir des équipes diversifiées en genre. Il y a beaucoup d'études qui montrent l'innovation plus rapide avec des performances plus accrues. C'est très important, bien sûr, aussi pour l'autonomisation des femmes. Ça, c'est extrêmement important. Et on est convaincu également que la science, notamment dans certains secteurs et notamment dans certaines régions, est vraiment un vecteur d'ascenseur social. Et puis, comme je viens de vous l'expliquer sur les biais en recherche, pour nous, c'est un enjeu de qualité de la recherche qui doit être bénéfique pour tous. Et enfin, bien sûr, des opportunités, puisque dans les métiers qui vont arriver, il va y avoir un besoin massif de qualification dans ces disciplines. Donc voilà, là, je vous ai partagé quelques chiffres aussi sur les enjeux économiques, où aujourd'hui, on estime que combler cet écart femmes-hommes dans ces domaines peut permettre au PIB d'augmenter de 2,2 à 3%. Des innovations définitivement radicales qui ont été montrées sur une période de 2 ans avec des équipes plus diversifiées. Donc ça, c'est vraiment très important. Et aussi, pour tout ce qui est plutôt entrepreneurial, c'est également aujourd'hui documenté que les entreprises dirigées par des femmes ont historiquement obtenu de meilleurs résultats. Et donc, c'est également vrai dans le secteur des startups. Autre point extrêmement intéressant sur les opportunités, c'est de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, 65% des enfants qui rentrent en école primaire, peut-être vos enfants aujourd'hui, auront des métiers qui n'existent pas encore. Donc ça, c'est aussi, il y a tout un champ des possibles et des opportunités très fortes, et que parmi tous les nouveaux emplois qui vont émerger, 75% d'entre eux nécessiteront des compétences dans ces matières-là. Et bien sûr, dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, qui est en pleine expansion, et ça, c'est des chiffres il y a déjà quelques années, je pense que c'est encore plus important aujourd'hui. Le nombre de travailleurs attendus et actuels augmente vraiment massivement. Donc, par rapport à tout ça, moi, je voulais partager avec vous les 5 enjeux que nous, on a identifiés pour le monde scientifique et en tout cas pour la Fondation L'Oréal, qui vont correspondre, vous allez le voir, aux 5 piliers d'action qu'on met en place. Le premier est donc d'identifier des rôles modèles scientifiques, donc de mettre en valeur aujourd'hui les femmes qui sont dans ces secteurs, valoriser leur parcours, valoriser leur profil en tant que femme et valoriser bien sûr leur recherche. Donc ça, c'est le système des prix dont je parlerai juste après. Documenter et créer l'urgence, ça c'est un point clé également parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même aussi une méconnaissance des conséquences, des enjeux, mais également des opportunités sur ce sujet-là. Donc pour nous, c'est aussi une façon d'améliorer et de mettre en avant les données. Donc on travaille beaucoup avec nos partenaires, notamment avec l'UNESCO. On a monté également une chaire dont je parlerai juste après. Renforcer le leadership et le réseau, ça c'est également un sujet clé pour faire grandir les femmes en sciences. Donc, les femmes que nous, on a identifiées, on va leur offrir un programme de formation au leadership, de mentorat et également un sujet de réseau, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le réseau des femmes, et notamment des femmes scientifiques, est moins puissant et moins efficace que celui des hommes. Enfin, bien sûr, agir sur les barrières systémiques. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est pas seulement une question de les faire rentrer dans ces secteurs, mais c'est de comment on les inclut. Et donc là, on travaille avec les institutions scientifiques
pour essayer d'identifier à la fois des actions communes, des actions les plus pertinentes dans leur secteur et travailler des recommandations avec ces personnes qui peuvent faire bouger les lignes au sein des institutions. Et enfin, le dernier qui est vraiment créer des vocations, donc travailler à la source pour essayer de combattre l'autocensure et essayer de faire découvrir aux jeunes filles ces secteurs pour qu'elles y rentrent plus facilement. Donc, quand on reprend un peu le schéma un peu de carrière des femmes, du baccalauréat jusqu'au poste au plus grand, à plus haute responsabilité, nous, on travaille sur, donc comme vous pouvez le voir, à chaque étape, et notamment avec un focus au moment un peu charnière, qu'on appelle un peu le drop-out, où elles sortent vraiment du monde scientifique, où elles lâchent, ou alors où elles sont poussées dehors. C'est au moment du doctorat et du post-doctorat ou même du master. C'est un moment qui est assez important et donc où là, nous, on a tout un système d'accompagnement des jeunes chercheuses. Donc aujourd'hui, on a soutenu environ 3600 femmes, 117 donc lauréates internationales et 3500 jeunes talents. On a 52 programmes dans le monde qui couvrent environ 110 pays et qui impliquent évidemment un grand nombre de scientifiques et d'institutions. Donc, les grands prix, je pense que vous les connaissez, mais c'était pour vous montrer aussi l'importance que ça a aussi aux yeux du grand public, puisqu'on a des campagnes de communication très importantes pour aussi valoriser ces femmes. Donc, comme les campagnes que vous avez pu, pour certains, peut-être voir dans les aéroports, et le prix international, où là, on récompense 5 femmes d'exception, une par continent, qui va devenir vraiment l'ambassadrice dans sa région et au niveau mondial des femmes en sciences. On a bien sûr, donc, comme je vous disais, parce que là, j'ai pas abordé en détail l'ensemble des prix. On a donc des prix pour les doctorants et les jeunes doctorantes, où là, on remet environ 350, 360 bourses par an, réparties un peu partout dans le monde, encore une fois, à différentes étapes, avec différents types de dotations. Là, qui va être vraiment pour les encourager, c'est des étoiles montantes, donc on va essayer de les encourager, à la fois financièrement, mais également d'un point de vue leadership, soft skills, etc., pour les aider à briser le plafond de verre plus rapidement. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a monté aussi des formations aux compétences non techniques auxquelles elles n'ont pas forcément accès durant leur cursus. Donc, on les forme sur le sujet femmes et sciences pour qu'elles comprennent aussi tous les enjeux et qu'elles puissent devenir des ambassadrices de ce sujet. Et on les forme sur le développement personnel, le management, la communication, média coaching, les réseaux sociaux et la négociation. Et là, on va lancer fin juin le premier réseau international de femmes scientifiques, donc de nos alumnés, donc qui va rassembler toutes les femmes qui ont été soutenues aujourd'hui par la Fondation, donc du monde entier, des lauréates aux jeunes chercheuses, pour essayer de créer un réseau d'ambassadrices de la cause extrêmement fort et leur permettre d'interagir, d'échanger librement. Notre rôle également, c'est de développer des études. Donc, on fait à la fois des sondages, on fait également certaines études pour essayer de mieux comprendre les obstacles, ce qu'elles attendent, leur perception au sein des institutions, etc. Et comme je vous disais, la chaire Femmes et Sciences, qui est ouverte à tous et pour laquelle, là, on soutient des projets, environ 5 à 7 par an, qui vont permettre de mieux comprendre la cause des femmes en sciences. Donc, toutes les études qui vont concerner à la fois la compréhension des choix d'orientation, des obstacles, des actions mises en œuvre, de l'impact de ces actions, etc. On a monté cette chaire avec Paris-Dauphine. Et l'initiative dont je vous parlais, je voulais juste vous en dire un petit mot sur cette coalition plutôt d'hommes scientifiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils représentent environ 80% des leaders d'institutions. Donc, il était un peu évident pour nous qu'il fallait que ce soit eux qui s'engagent en premier. Donc, on travaille avec une coalition, notamment il y a une coalition française, mais il y a des coalitions dans d'autres pays, où ils vont s'engager sur différents sujets, sur l'accès aux bourses, sur le recrutement et l'égalité des chances, sur les publications, le droit d'auteur, la reconnaissance et les récompenses d'excellence, et bien sûr faire en sorte que l'environnement soit inclusif pour tous.
Donc, on travaille avec eux des chartes de recommandations, on échange des best practices, etc. Et enfin, le programme pour les filles et la science, donc, qui est tout nouveau puisqu'on l'a complètement revu suite aux dernières études qu'on a menées sur notre précédent programme, qui avait pour objectif surtout de déconstruire les stéréotypes au sein des écoles, donc où c'était des interventions de nos chercheuses, à la fois des chercheuses du groupe L'Oréal, mais également des jeunes chercheuses qui ont été soutenues par la Fondation. Donc des interventions dans les écoles pour essayer de mieux comprendre, enfin en tout cas de déconstruire les stéréotypes sur les sciences et sur les femmes en sciences. Aujourd'hui, l'étude d'impact nous a montré qu'on avait de très bons résultats sur cette déconstruction, mais que pour autant, elle ne s'orientait pas plus, ou en tout cas très peu, vers les filières scientifiques, notamment les plus sous-représentées. Donc, on a monté un nouveau programme qu'on a lancé hier et qui va être essentiellement, donc au niveau central, c'est un programme d'accompagnement d'1 an où on va leur permettre de faire un stage scientifique, participer à un challenge, du soutien scolaire pour certaines, des rencontres inspirantes, des portes ouvertes et des visites avec certains de nos partenaires et peut-être certains d'entre vous avec plaisir pour partager. Il y en a plusieurs. Alors, je vais pas donner les exemples. Donc voilà, c'est un programme d'accompagnement qui est focusé sur le moment du choix d'orientation, sur les femmes-hommes première et terminale, des exemples typiquement dans les secteurs soit universitaires, soit d'écoles, notamment j'ai en tête l'école 42, bien sûr, et de démotivation. Voilà, qui a accompagné qui a vu son nombre de femmes augmenter. Certaines lycéennes, c'est quelque chose assez drastique, peut-être étendre plus largement. Et enfin, accessible à tous. Et je partagerai avec vous actuelle des modules digitaux de sensibilisation aux métiers scientifiques de jeunes femmes et au champ des possibles dans ces secteurs-là. C'est très intéressant. Ils ont mis beaucoup de choses en place. Ils ont mis notamment une communication vraiment très différente, à la fois en interne, mais à la fois en externe, sur comment on aborde le secteur des STEM et notamment le secteur informatique, le secteur du code. Donc, c'est tout un changement aussi de wording, un changement de façon d'aborder les choses. Ils ont mis en place des groupes de travail, d'échanges. Ils ont fait des vidéos pour présenter différemment et que les filles se sentent plus intéressées, plus impliquées dans ce type de secteur. Ils ont mis aussi des quotas, le grand sujet des quotas, mais ils n'ont pas forcément mis des quotas à la sélection, mais ils ont mis des quotas, je trouvais ça très intéressant, au niveau par exemple, des moments d'information. Donc, il y a des journées d'information et donc, ils ont réservé des quotas justement pour les filles. Donc, il y a plein d'actions comme ça qui sont très intéressantes. Il y a une université en Norvège aussi qui a mis, pareil, il y a un vrai sujet de communication à la fois visuelle et à la fois écrite à faire évoluer, même dans la façon dont ils présentent les postes. Il y a énormément de choses à faire évoluer. Donc, et ça, ils ont réussi à faire ce type d'action et sincèrement, ils ont vu énormément d'évolution au sein de leurs universités. Donc, oui, il y en a plein des exemples. Malheureusement, ça ne veut pas forcément dire que ça fait écho. Et par exemple, en Norvège, on pensait que ça aurait pu avoir un effet d'halo sur d'autres universités. Non, je pense que chaque université, du coup, doit prendre ses propres actions. Et ce n'est pas parce qu'il y en a une qui va y arriver que l'autre forcément va suivre. Mais en tout cas, oui, il y a des exemples définitivement de gens qui arrivent. Après, je ne vous cache pas qu'il y a un sujet quand même de budget et je pense que quand on préparait ce webinaire, on en a un petit peu discuté. Aujourd'hui, en France, notamment, il y a une dernière étude du MEFRI qui a interrogé un peu les institutions sur les freins et les enjeux, pourquoi aujourd'hui l'égalité femmes-hommes ne va pas plus vite au sein du monde académique, notamment. Et que dans l'analyse, il y a 60% des institutions, organismes de recherche aujourd'hui, notamment en France, qui n'ont pas de budget sur ce sujet-là, pas de budget dédié. Donc, il y a un moment, en fait, aussi, forcément, s'il n'y a pas de budget, il y a des choses qui sont faisables sans budget. Attention, il y a des actions qui peuvent être mises en place sans forcément des gros budgets, mais il y a aussi des sujets et des points, des enjeux clés où, malgré tous les efforts que nous, on pourrait mettre en avant,
Après, c'est aux institutions quand même vraiment de comprendre l'enjeu. Mais tant qu'ils n'ont pas compris forcément l'enjeu et le bénéfice qu'ils peuvent en retirer, eh bien, on reste sur des actions qui sont limitées et dont l'impact est quand même assez restreint. En tout cas, ne va pas aussi vite qu'on voudrait quand on voit que la France est quand même très en retard par rapport à d'autres. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a dans certains pays, notamment en France, le poids de la tradition sur la femme, sur les rôles qu'on peut donner aux femmes, aux carrières, etc. Mais comme là, je viens de le dire, effectivement, il y a des enjeux à la fois de compréhension justement de ce sujet, d'implication, de budget. Ça, je ne mets pas non plus toute la faute sur les institutions. Parfois, réellement, elles n'ont pas la capacité de mettre en place ou de réserver certains budgets. Mais voilà, il y a plein de sujets qui expliquent ça. Mais effectivement, et ce qui est marrant à observer, c'est que ce n'est pas forcément les pays qui sont les plus égalitaires, on va dire, où on trouve le plus de femmes en sciences. Et ça, c'est quelque chose aussi très intéressant. Et je partagerai peut-être avec vous une étude notamment qui a été menée par des psychologues qui montrent que même c'est des pays les plus inégalitaires en termes femmes-hommes, dans lesquels on trouve le plus de femmes en sciences, tout simplement parce que, en tout cas, une des explications serait que eh bien, les femmes, les personnes, enfin, les pays les plus inégalitaires, dans les pays les plus inégalitaires, les femmes, elles cherchent surtout une sécurité financière et que la science et les métiers scientifiques peuvent leur apporter. Quand dans des pays beaucoup plus égalitaires, où la sécurité, on va dire, voilà, l'accompagnement étatique est peut-être plus important et les enjeux vraiment de sécurité financière sont moins la priorité, les femmes vont mettre plus la priorité sur leur passion ou certains goûts versus voilà, des enjeux de stabilité financière. Donc ça, c'est une étude que voilà, j'ai lue récemment qui est très intéressante aussi, qui explique cette disparité, parce qu'on peut observer typiquement que dans certains pays, dans certains États arabes notamment, qui peuvent avoir concrètement un pays qui est plutôt perçu comme inégalitaire sur la place des femmes, des chiffres, d'ailleurs, qui sont remontés par l'UNESCO, très importants en termes de présence dans le secteur scientifique. Donc ça, c'est très intéressant aussi de comprendre ça. Oui, complètement. Oui, merci pour cette question. Dans le programme justement qu'on est en train de monter pour les filles et la science, c'est un des sujets les plus importants, c'est de réussir à montrer comment des secteurs comme les mathématiques, l'informatique, l'ingénierie ou la physique rentrent dans le quotidien des jeunes d'aujourd'hui et comment on va les aborder de façon ludique, de façon assez différente dans laquelle elles peuvent le voir ou le percevoir dans leur milieu scolaire. Et donc là, on est en train de mettre en place eh bien, alors je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je partagerai bientôt, là, dès qu'on va le lancer, ce programme et les actions qu'on va mettre en place qui vont être en lien avec les engagements, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, c'est aussi mettre typiquement ces SDG en regard de ce type de matière et de montrer eh bien, comment les mathématiques interagissent et sont extrêmement importantes dans le milieu de la santé, comment l'informatique a un rôle clé dans les enjeux climatiques. Donc voilà, on essaie de faire le parallèle, ou même dans des sujets complètement divers, comment la chimie est clé dans la conception culinaire. Enfin, voilà, il y a plein de sujets où on peut lier ces métiers-là différemment et leur montrer que c'est autour d'elles au quotidien et qu'elles peuvent vraiment répondre à des enjeux majeurs, ou en tout cas dans des choses dans lesquelles elles se projettent grâce à ces disciplines-là. Non, mais ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un choix qu'il faut faire. Nous, pour l'instant, on s'est également orienté sur
sur les lycéennes, et j'expliquerai pourquoi. Bien sûr, à chaque étape, il y a de la vie, ça se forge très tôt, et ça, il y a plein d'études qui le montrent aujourd'hui, dès le plus jeune âge, en maternelle, sur bien sûr les jeux auxquels elles font face, ou les garçons. Il y a eu beaucoup d'études et beaucoup d'interactions sur ce sujet des jouets un peu genrés, qui vont déjà générer des stéréotypes, des préjugés, et donc orienter déjà les filles ou les garçons sur certains secteurs. Ça, c'est évident. Il y a des études sur les sujets de construction, où les jeunes filles sont globalement très tôt très peu on leur met très peu dans les mains des jeux de construction versus des garçons. Donc, bien sûr, il y a plein de choses qui se forgent très tôt dès la maternelle, mais c'est plus le goût. Nous, ce qu'on analyse dans le choix d'orientation, c'est que c'est le goût pour les sciences, c'est l'intérêt personnel qui commence à se mettre en place à cet âge-là. Mais le choix vraiment d'orientation, ou au moment où il y a encore beaucoup d'hésitation et le champ des possibles est ouvert et elles peuvent encore vraiment changer d'avis, c'est à 15 ans. C'est ce que nous, on observe, c'est les études qui remontent, que vraiment le choix se fait à ce moment-là. Donc, c'est pour certaines, il sera déjà peut-être défini, mais de façon globale, si je dois donner un peu une moyenne, c'est vraiment autour de 15 ans, donc vraiment même à partir de la 3e, où elles commencent vraiment à s'orienter et décider si oui ou non elles vont aller dans le monde scientifique. Donc, c'est pour ça que nous, comme notre objectif est d'avant tout générer plus de viviers en post-bac dans les matières les plus sous-représentées, on se concentre, nous, aujourd'hui, sur cette cible, mais beaucoup d'acteurs, beaucoup d'associations travaillent bien sûr sur le plus jeune âge. Mais le choix ne se fera pas du tout avant. En général, c'est assez rare. C'est plutôt le goût qui va se forger. Et donc, il y a plein de choses à faire à chaque étape de la vie. Mais on reste, nous, sur le choix d'orientation. Vraiment, le moment de la décision se fait quand même à la préadolescence. C'est compliqué de donner une seule réponse sur les quotas parce que ça dépend bien sûr de comment ils sont placés, où, dans quel secteur, à quel moment, etc. Bien sûr, moi, je pense que je suis une convaincue aujourd'hui des quotas pour initier en tout cas le changement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement de culture qui est obligatoire et ce sera trop lent si vraiment il n'y a pas à un moment donné des décisions fortes comme les quotas qui sont mises en place. Je pense que peut-être, et j'espère qu'on n'aura plus besoin de quotas dans l'avenir, mais dans certains milieux, dans certains secteurs, et de façon aussi assez intéressante dans certains organismes, ils ont trouvé une façon de mettre des quotas qui permettent de booster vraiment la place des femmes dans certains secteurs. Donc voilà, moi je suis convaincue que c'est aujourd'hui nécessaire pour vraiment faire bouger les lignes. Et ensuite, une fois que peut-être certains organismes, certains secteurs auront compris le bénéfice de la diversité de genre, eh bien, ce ne sera plus une question. Le quota ne sera plus une question. Mais aujourd'hui, comme il y a encore quand même des réfractaires, il y a encore des gens, des méconnaissances sur ces sujets-là, je pense que si on veut accélérer les choses, c'est important, mais il ne faut pas que ce soit vu comme effectivement, est-ce que je voyais, comme une punition, pas du tout. Mais comme une incitation vraiment positive à rentrer et à se sentir impliqué dans certains secteurs. Et notamment, je finirai là-dessus, l'Université de Norvège dont je vous parlais, typiquement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait leur promotion classique. Ils ont sélectionné leur promotion classique et puis ils ont pris 30 filles de plus qui étaient sur la liste d'attente. Voilà. Donc, c'est une façon aussi de faire les quotas, c'est-à-dire qu'ils prennent leur promotion habituelle avec un quota que je ne connais pas, enfin pas de quota, mais du coup avec un équilibre homme-femme que je ne connais pas. Mais ils ont dédié 30 places de plus aux jeunes filles qui étaient juste après. Donc, voilà, c'est ce type aussi d'actions qui peuvent être vues, mais je sais que c'est très controversé. Les femmes scientifiques elles-mêmes peuvent voir ça comme une non-reconnaissance de leur travail ou une méfiance, mais il ne faut pas du tout le voir comme ça.